je me demandais, combien de portes avez-vous franchies avant de vous retrouver ici? Je veux dire, depuis l'enfance, combien de portes avez-vous franchies avant de vous retrouver ici? Quelqu'un a-t-il fait le calcul? On peut faire une estimation si vous le voulez bien. Mettons 50 portes en moyenne par jour, 365 jours par an, sur une période allant de 30 à 40 ans. 50 fois 365 fois 35, ça fait 638 750 portes. Mettons 600 000, c'est l'ordre de grandeur qui m'intéresse. Et sur les 600 000 portes que vous avez franchies, combien étaient des portes magiques? Combien avaient l'apparence de portes parfaitement banales, parfaitement normales, mais elles étaient en fait des passages secrets pour un monde auquel les humains n'ont pas accès normalement? Combien étaient des sortes de brèches ouvertes dans la roche? 1, 10, 100? La réponse est simple. Vous ne le saurez jamais. Et si la réponse est simple, il est important de la connaître, parce que cela admet des conséquences. Selon moi, la conséquence la plus importante du fait que vous ne saurez jamais que la porte que vous venez de franchir était une porte magique, c'est qu'il faut continuer à poser des questions naïves. Poser des questions naïves, c'est essentiel. C'est quasiment une question de vie ou de mort. Voilà ce que je voulais vous dire. Ceux qui le souhaitent peuvent partir. Le reste de mon intervention sera une explication de texte. Dans les contes, il arrive que le héros, dont la quête s'éternise, croise sur son chemin une créature sans noblesse. C'est un crapaud, un pauvret, une vieille femme au sourire édenté, à la robe usée, à la chevelure terne. Homme ou bête, c'est toujours quelque chose de repoussant. Cela importe tellement peu au regard de ce qui motive le héros. Ça a tellement moins de valeur que ce qu'il cherche, au nom de quoi il est parti. Mais il se passe ceci. Le héros qui méprise cette chose erre sans jamais trouver le repos. Celui qui lui accorde la même attention qu'à une princesse, un coffre rempli d'or, un ami, trouve en elle la clé de sa délivrance. Quel est le sage? Celui qui apprend de toutes choses, nous disent les contes, quand bien même serait-elle dénuée de noblesse. Dans la vie, c'est pareil. Le crapaud prend une multitude de formes, mais il reste quelque chose de minuscule, sans valeur, sans pertinence, sans grâce. C'est par exemple le balancement d'un lustre dans une église qui captive le regard de Galilée, et il fondera la physique en sciences expérimentales pour le comprendre. C'est par exemple une tache claire à la surface d'un bouillon de culture qui attirera le regard d'Alexander Fleming, et il découvrira la pénicilline. Ce sont par exemple ces petites fleurs de bardane que l'on décroche de ses chaussettes à la fin de cette baladée dans une montagne. C'est Gérard de Mestral qui les observe, ça l'intrigue. Il inventera le velcro avec. Mais le crapaud, peu importe sa forme, elle est spécifique à l'histoire particulière. Ce qui compte, c'est que le héros se penche. C'est qu'il soit encore capable de se pencher à ce moment de son histoire, c'est-à-dire au moment où toutes les ressources de son esprit sont mobilisées au service de sa quête. Ces histoires racontent une tension, presque une lutte. Les deux protagonistes de cette lutte sont deux modalités très particulières de la tension. D'un côté, l'obsession, c'est-à-dire l'attention en tant qu'elle se focalise sur une seule chose. De l'autre, la curiosité, c'est-à-dire l'attention en tant qu'elle se soucie de tout.
Ces deux modalités de l'attention sont antagonistes, elles sont opposées, elles sont irréconciliables. Lorsque l'on est obsédé, c'est trop tard. On ne peut plus être curieux. Si l'on est curieux, on ne peut plus revenir en arrière, être obsédé. Dès lors, ces deux modalités se livrent une lutte sans merci, c'est inévitable. Mais une alliance essentielle les unit. Car cette tension, c'est le moteur de la découverte. Cette lutte, c'est ce qui crée l'innovation. Au moment de la rencontre avec le crapaud, l'obsession qui était serrée comme un poing fermé se relâche soudain. L'espace d'un instant. Ce relâchement, c'est la curiosité qui l'emporte sur l'obsession. C'est fugace, ça dure très peu de temps, mais ça suffit pour créer l'innovation. Seule l'obsession demeure vaine. C'est la curiosité qui la rend féconde. Alors, cette leçon n'est pas neuve. Elle se perd dans la nuit des temps. Mais elle demeure, et c'est ça qui est curieux, c'est ça qui est étrange, qui me frappe, elle demeure largement ignorée de tous ceux même dont le métier voudrait qu'il l'ait apprise par cœur. Je pense aux chercheurs pour en avoir été un. Je pense aux ingénieurs pour en être devenu un. Je pense aux artistes dans une moindre mesure. C'est au point où cette ignorance pose question. Dans cette conférence, ici, maintenant, je vais la faire de manière provocante. Je vais formuler cette question ainsi. Pourquoi sommes-nous si bien préparés à ne jamais découvrir ? En fait, il y a peu de chemin à faire pour trouver la réponse à cette question. Alors, bien entendu, il n'y a pas de recette pour découvrir. On ne trouvera jamais de martingale pour innover. Mais à l'aune de la leçon des contes, on sait comment faire pour ne jamais découvrir ou qu'aucune innovation ne vienne sanctionner nos efforts. Il suffit pour cela que l'une ou l'autre de l'obsession ou de la curiosité viennent à manquer dans notre démarche. Être curieux sans désir ou bien être obsédé sans curiosité, ce sont les deux manières essentielles de ne jamais découvrir. Alors, une fois qu'on a compris ça, on sait répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure. Pourquoi sommes-nous si bien préparés à ne jamais découvrir ? C'est la fabrique des esprits qui est en cause. Il suffit de le constater. Il règne un déséquilibre fondamental dans notre système éducatif. D'une part, on nous apprend l'obsession jusqu'au dégoût. Celle-ci emprunte ses formes à la discipline, la méthode, la spécialisation, le rabâchage, le scrupule, la méticulosité. D'autre part, il n'y a plus de place pour la curiosité. La tension qui permet à l'obsession de devenir créatrice s'évanouit. Le moteur de la découverte en nous est amputé. Non seulement l'obsession règne, mais son empire va croissant à mesure que l'enfant grandit. Meilleurs nous sommes dans ce système, plus loin nous allons et plus obsessionnelle se fait cette formation. Il suffit de penser aux classes préparatoires, c'est la catastrophe de ce point de vue. Alors, nos professeurs se défendront. Un élève qui sort du système éducatif aujourd'hui en sait bien plus qu'un élève il y a 10 ans. Et c'est vrai, il aura raison, ils auront raison. Un élève qui sort du système éducatif aujourd'hui est plus cultivé qu'il y a 10 ans. Mais il est aussi moins curieux, parce que la curiosité, ce n'est pas la culture, c'est même le contraire de la culture. Je n'aurai pas le temps de développer cet aspect, mais la curiosité, c'est 3 choses. C'est l'indiscipline comme attitude, c'est l'ignorance comme valeur et c'est l'amoralité comme principe. Quand je dis l'amoralité, il faut entendre L', l'absence de moralité, si vous voulez. J'ai dit l'indiscipline comme attitude, j'ai dit l'ignorance comme valeur, j'ai dit
la moralité comme principe. Alors oui, peut-être, notre système éducatif ne pouvait pas nous enseigner la curiosité, sans doute même. Mais fallait-il pour autant qu'il la détruise? Le livre de Chrétien III, qui s'intitule Perceval le Gallois ou le conte du Graal, raconte l'histoire d'un très jeune homme qui va devenir un chevalier. Mais c'est surtout une métaphore extraordinaire pour raconter les difficultés du métier de chercheur et l'importance de la curiosité. Au premier chapitre de ce livre, Perceval est un très jeune homme. Il faut imaginer un garçonnet, il a 10 ans, il a vécu toute sa vie chez sa mère à la campagne, il est très ignorant. D'ailleurs, il voit arriver un jour une troupe de chevaliers en armes, et il les confond avec des diables et puis avec des anges. Mais c'est surtout quelqu'un de très curieux. Dès lors qu'il s'est rendu compte de sa méprise, il harcèle littéralement le chef de la troupe des chevaliers de questions tout aussi naïves et aussi sottes les unes que les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment appelle-t-on ceci? À quoi ça sert? C'est au point où le chef de la troupe des chevaliers le jette littéralement. Il n'a que faire de répondre à des questions aussi naïves. Mais voilà, il a été ébloui. Il veut devenir un chevalier, il va quitter sa mère. En chemin, il va rencontrer un gentilhomme qui va devenir son maître. Ce gentilhomme va lui apprendre l'art du combat à l'épée, l'art équestre, l'art du combat à la lance, bref, tout ce qu'il faut savoir pour devenir un chevalier. Et puis surtout, à la fin de sa formation, juste après qu'il a appris tout ce qu'il fallait apprendre, juste avant qu'il ne parte, il va lui faire 4 recommandations. Premièrement, toujours épargner un adversaire qui demande merci. Deuxièmement, toujours retenir sa langue. Troisièmement, toujours aider celui qui est dans la détresse. Et quatrièmement, toujours prier Dieu. Sa formation est achevée. Le chapitre majeur du livre de Chrétien III, c'est le chapitre numéro 5. Je vais la faire brève. À ce moment-là, Perceval le Gallois est un guerrier aguerri. Il a prouvé sa valeur au combat. Et puis, au tout début du chapitre 5, il arrive devant une rivière. Et il s'adresse à un seigneur qui est en train de pêcher sur un canot. Il lui demande où est-ce qu'on pourrait franchir cette rivière. Alors, le seigneur lui dit, il n'y a ni gué, ni pont, ni passage d'aucune sorte. Cette rivière est infranchissable. Alors Perceval lui demande où est-ce que je pourrais trouver abri pour la nuit. Et le Seigneur lui fait cette réponse. Montez par cette brèche ouverte dans la roche et vous verrez un château. C'est ma maison. Je vous y accueillerai. Cette brèche ouverte dans la roche ressemble à n'importe quel autre passage, mais c'est une porte magique. C'est une sorte de passage secret. Lorsque Perceval l'a franchi, il se retrouve sans le savoir dans un monde auquel les humains n'ont pas accès normalement, celui de la connaissance universelle. Dès cet instant, ce qu'il va vivre, c'est une épreuve, à son insu. L'épreuve se déroule dans la grande salle carrée du château du Seigneur. Ils sont en train de discuter, et puis, brusquement, leur conversation est interrompue. Un valet entre, portant une lance très blanche, où, nous dit Chrétien de Troyes, perle une goutte de sang. Puis une très belle jeune fille arrive, portant un Graal, c'est-à-dire un plat à poisson, littéralement. Et de ce Graal, de ce plat, s'échappe une lumière très vive. Chrétien de Troyes a cette image qui est très belle, il dit « La lumière de ce plat éteignait les chandeliers comme le soleil le matin éteint les étoiles de la nuit. » Ce moment où entre ces 2 personnages, c'est le moment de vérité dans l'épreuve que subit Perceval. Il est confronté à 2 choses extraordinaires qu'il ignore. D'une part, cette lance où perle une goutte de sang. D'autre part, ce plat porteur de clarté.
Le Seigneur l'observe. Il attend qu'il pose une question. Pourquoi cette goutte de sang? Que contient ce plat? D'où vient cette lumière? Ce sont les premières questions qui comptent à cet instant, celles qui montrent que le héros n'a pas honte de son ignorance, celles qui indiquent qu'elle persiste en lui, l'humilité devant les mystères de la connaissance. N'importe quelle question prouverait qu'il n'a pas perdu sa faculté d'émerveillement devant le monde. Quoi qu'il demande suffirait à prouver que sa volonté de savoir est supérieure à sa volonté de plaire. Et alors, le Seigneur lui offrirait accès à la connaissance universelle, tous les savoirs du monde. Mais Perceval se tait. Il meurt d'envie de poser une question, mais il se tait. Pourquoi se tait-il? Parce qu'il se souvient de l'injonction de son maître. Deuxièmement, toujours retenir sa langue. Il se dit, il sera toujours temps de poser la question demain matin. Mais le lendemain matin, Perceval se réveille dans un château qui est vide. Il n'y a plus ni maître, ni valet, ni seigneur, ni question à poser, ni personne pour y répondre. La brèche dans la roche s'est refermée. Perceval est revenu dans le monde des humains, c'est trop tard. Le livre de Chrétien III date de 1180. L'histoire de Perceval le Gallois se perd dans la mémoire des siècles qui ont encore précédé ce livre. Et pourtant, le récit de l'épreuve de Perceval le Gallois résonne toujours dans nos vies. Elle brûle d'une actualité qui est encore vivante, je crois. Comme vous, sans doute peut-être, j'ai vécu 100 fois l'épreuve de Perceval. Et 100 fois j'ai échoué comme lui, de la même manière et pour la même exacte raison. Alors, ce n'était pas une brèche ouverte dans la roche, évidemment, c'était une porte. Ce n'était pas une salle de château, c'était une salle de réunion. Ce n'était pas un seigneur, c'était un chef ou bien une assemblée d'experts. Mais ça revient au même. Une question naïve me brûlait les lèvres et je n'ai pas osé la poser. Peut-être que si j'avais osé la poser, j'aurais découvert quelque chose de rare, de beau, de précieux. Peut-être que j'aurais apporté à ma vie un renouveau, au monde peut-être aussi. Mais je ne le saurais jamais. Le lendemain, le château est toujours vide. L'histoire de Perceval le Gallois, c'est l'histoire éternellement recommencée de la vaste majorité des savants, quel que soit leur domaine d'expertise. La curiosité qui nous pousse à connaître le monde s'enfouit sous la parole de nos maîtres. Le savoir que nous accumulons nous dresse à nous taire. Nous ne savons plus poser les questions naïves. Depuis 1000 ans, nous connaissons Perceval le Gallois et nous n'osons toujours pas désobéir à nos maîtres en faveur de notre curiosité d'enfant. Nous sommes trop influençables pour ne pas devenir un jour ce que nos yeux voient tous les jours. Il en va de même avec nos pensées, il en va de même avec nos comportements. À force d'entendre depuis l'enfance des règles de comportement faites pour engendrer le silence des idées, la docilité de l'âme, l'immobilité des choses et des gens, à force de baigner dans une atmosphère de travail faite pour maximiser la production des entreprises, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait le moins d'écart, le moins de différences, le moins d'erreurs, le moins de crapauds dans nos vies. À force de vivre dans une telle obsession, nous ne sommes même plus capables de concevoir la curiosité. Et si nous ne sommes plus capables de concevoir la curiosité, nous allons finir comme Perceval le Gallois à la fin du livre de Chrétien III, c'est-à-dire nostalgique, abattu, dépressif. Le mot que j'emploie, le mot qui me vient en lisant ce poème, un mort vivant. Mon message est simple.
Nous ne sommes pas curieux parce que nous voudrions nous amuser, n'en déplaise à nos professeurs. Nous sommes curieux parce que l'explication du microscope ne remplacera jamais, jamais le désir de voir. Parce que le monde vaut mieux que ce que les hommes en ont fait jusqu'à présent. Parce qu'au moment où la cupidité, la sénescence et la peur vont engloutir nos sociétés, nous sommes encore capables de nous agenouiller devant un crapaud. Parce que ce sont les crapauds qui sauvent le monde. Je vous remercie de votre attention.